Chers amis, bonjour, je suis heureuse de vous accueillir sur cette bulle de sagesse numéro 15 pour y parler avec vous aujourd'hui de ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. Commençons tout d'abord par définir ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. Il s'agit d'une espèce de mal-être, d'une situation et des ressentis qu'elle engendre, d'une vaste palette de ressentis, une gamme très large avec des particularités très distinctes en fonction des individus, chez une personne qui est en situation de faire ses preuves. Chez une personne qui se voit confier une tâche, une mission, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, et qui va se mettre à douter de sa légitimité à remplir cette mission, qui va en réalité ne pas forcément se sentir capable de le faire. Pour le moment, c'est sans présumer du fait qu'elle soit capable ou non. C'est la personne qui croit qu'elle n'est pas légitime pour ce poste ou pour cette mission, ou qu'elle n'est pas forcément capable de la remplir convenablement, ou que quelqu'un d'autre était peut-être dans son environnement l'autre personne, la meilleure personne à choisir plutôt qu'elle. Qui est concerné par ce syndrome de l'imposteur? Eh bien, en réalité, tout le monde peut l'être un jour ou l'autre, sauf les véritables imposteurs. Le véritable imposteur qui se sait incompétent, mais qui a décidé de faire croire qu'il l'était, ne ressent absolument pas le syndrome de l'imposteur. Donc ça, de ce côté-là, ces gens-là sont tranquilles. Pour ce qui est des autres personnes, tout le monde, à un moment ou à un autre de sa vie, peut douter de sa capacité à remplir une mission qui vient de lui être confiée. Ça peut se produire en milieu professionnel lorsque l'on reçoit une promotion. Est-ce qu'on est suffisamment compétent pour cette promotion? Est-ce qu'on n'est pas moins compétent que Pierre ou Paul qui avaient postulé aussi? Est-ce qu'on a vraiment été choisi de manière juste? Est-ce qu'on va réussir dans cette mission? Lorsque la vie nous met dans certaines situations, on peut aussi éprouver ce syndrome de l'imposteur. Par exemple, est-ce que lors de la naissance d'un enfant, est-ce qu'on se sent compétent pour être parent? Est-ce qu'on ne ressent pas cette difficulté à faire les choses en se demandant si on va être à la hauteur de la situation? À chaque fois qu'on se demande si on va être à la hauteur de la situation, on est dans une espèce de syndrome de l'imposteur. Il y a aussi une catégorie de personnes qui est presque systématiquement confrontée au syndrome de l'imposteur et à longueur de vie. Il s'agit des gens que l'on appelait dans le temps des surdoués, que l'on appelle maintenant des hauts potentiels. Lorsqu'on a beaucoup de facilité à faire les choses, lorsqu'on résout à l'école des exercices sans difficulté, qu'on passe les classes sans difficulté, qu'on est constamment premier de la classe avec les félicitations du jury, qu'on passe les examens universitaires sans problème, qu'on retient très facilement telle ou telle technique professionnelle et qu'on l'applique presque instantanément. Lorsque à côté, d'autres en bavent pour mémoriser, pour acquérir, pour réussir, refont les choses plusieurs fois, et que vous êtes dans la situation où, comme sur une autoroute, vous passez du premier coup. Et que en plus, vous faites tout ça sans effort, parce que l'acquisition des concepts est chez vous quelque chose de naturel, parce que l'apprentissage d'un geste et sa reproduction est chez vous quelque chose de facile, parce que lorsque vous voyez une situation, vous comprenez votre structure d'intelligence en arborescence et pas en séquentiel, fait que vous comprenez instantanément quelles sont les solutions qui s'offrent à vous et quelles sont parmi les solutions qui s'offrent à vous celles qui vont donner un bon résultat plutôt que de vous emmener dans le mur.
et que de ce fait vous économisez tous les ratages des gens qui n'ont pas cette forme de pensée en arborescence, eh bien, en permanence, les gens qui fonctionnent comme cela ont à l'intérieur d'eux cette petite question. Mais est-ce que j'en ai fait assez pour être compétent? Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de mérite. Alors que bien souvent, ce sont des gens qui sont facilement autodidactes. D'ailleurs, le syndrome de l'imposteur, dans le temps, s'appelait le syndrome de l'autodidacte. Et il concernait préférentiellement ces gens-là. Ces gens qui apprenaient tout tellement vite, sans qu'on ait besoin de faire une formation spéciale pour eux. Instantanément, ils comprenaient les choses, ils apprenaient les choses. L'apprentissage, c'était à longueur de vie, à longueur de journée. Leur ouverture sur le monde, leur sensibilité et leur forme d'intelligence fait, c'est toujours valable, que ces gens qui sont de vrais surdoués, dans tous les domaines, et pas simplement des hauts potentiels intellectuels, des vrais surdoués, des hauts potentiels dans tous les secteurs, intellectuels, émotionnels et actionnels, je dirais. Ces gens-là, par contre, se posent toujours la question, mais comment ça se fait que les autres en bavent et pas moi? Est-ce que le fait que je n'en ai pas bavé, ça fait de moi quand même quelqu'un de compétent? Alors pourquoi cela se produit-il? Quelles sont les causes réelles et profondes du syndrome de l'imposteur et de tous les symptômes qui l'occasionnent? Eh bien, sur le fond, il y a une peur, bien sûr. Et cette peur repose sur le manque de confiance, le fameux manque de confiance en soi. Ce manque de confiance en soi, qui repose lui-même sur une mauvaise estime de soi. Une estime de soi qui n'est pas juste, qui peut être pas assez élevée ou trop élevée, mais en tout cas qui n'est pas juste. Parce que l'estime de soi, ça n'est pas d'estimer qu'on est formidable, c'est de s'estimer à sa juste valeur. Si cette estime de soi n'est pas juste, c'est la plupart du temps parce qu'on se connaît mal, parce qu'on ne s'accepte pas, et parce qu'il y a une bonne partie de soi-même que l'on n'aime pas vraiment. Donc, tout cela est une espèce d'échafaudage, de pyramide, et le syndrome de l'imposteur est posé dessus. Il n'existe que parce que tout le reste en dessous existe. Autant dire que, pour désamorcer ce syndrome de l'imposteur, quelques tours de magie et quelques trucs de business coaching ne vont pas suffire. Le syndrome de l'imposteur est une manifestation d'une profonde difficulté de l'être dans son rapport avec lui-même. Une profonde difficulté de l'être à s'accepter tel qu'il est lui-même. Un véritable conflit entre la vision mentale, intellectuelle que l'on a de soi-même et qui est issue de l'inconscient collectif, de ce que notre mental a enregistré que d'après l'inconscient collectif nous devrions être. Ce qui provient de notre éducation, de ce que nous ont dit les gens qui ont été en charge de notre éducation, parents, éducateurs, professeurs, etc., ou tout autre référent que nous ayons choisi, hein, que ce soit aussi un auteur, un livre, n'importe quelle doctrine que nous ayons choisi de croire. Hein. Elle ancre en nous un certain nombre de croyances que l'on appelle dans notre jargon des croyances limitantes. Pourquoi est-ce qu'elles nous limitent? Eh bien parce qu'elles nous obligent à penser que nous sommes ceux qu'elles ont décidé que nous serons. Alors que la plupart du temps, notre être profond, notre individualité profonde, notre essence en fait, n'est pas cela. N'est pas du tout cela. Donc lorsqu'il y a conflit entre notre intellect et notre être, nous ne nous acceptons pas. Notre intellect n'accepte pas notre être, donc nous n'arrivons pas à nous aimer puisqu'il y a une partie de nous que nous n'acceptons pas. Si nous ne nous aimons pas,
pardon, nous n'arrivons pas à avoir une juste estime de nous-mêmes, si nous n'avons pas cette juste estime de nous-mêmes, nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Donc, à la moindre chose, syndrome de l'imposteur. Particulièrement lorsque notre individualité profonde va, à un certain âge, comme c'est souvent le cas, être assez puissante pour se manifester et nous dire « tu n'es pas sur ton chemin de vie, tu devrais changer ». Et ça, c'est surtout sur le plan professionnel, quelquefois aussi sur le plan personnel, on divorce, on change. Bon. Mais sur le plan professionnel, c'est assez typique. Il y a un âge dans la vie où on se rend compte qu'on est en train de faire quelque chose qui ne nous intéresse pas et où on change complètement. Là, on se lance en freelance ou dans un domaine complètement différent, artistique, ou quelque chose qui véritablement nous plaît. Mais si ce changement n'a pas été accompagné de tout un travail intérieur pour nous permettre de changer notre regard sur nous-mêmes, alors là, le syndrome de l'imposteur nous rend la vie impossible et va nous faire capoter complètement nos nouveaux projets. Ce changement de vie, il est totalement positif. Il est exactement ce que notre être intérieur attend de nous. Mais il faut pouvoir l'étayer avec un nouveau regard sur nous-mêmes. Et ce nouveau regard sur nous-mêmes doit remonter très loin à la connaissance de ce que nous sommes. Nous devons aller nous rencontrer, faire connaissance avec notre véritable nature, l'accepter, l'aimer, pour pouvoir estimer ce que nous sommes avec nos qualités, nos défauts, nos compétences, nos points de faiblesse. Et lorsque nous avons fait ça, nous pouvons enfin aborder la vie avec une certaine confiance. Une confiance en ce que nous allons pouvoir faire parce que nous nous savons compétents dans ce domaine, ou ce que nous allons peut-être essayer de faire en ayant éventuellement la possibilité de le rater, mais d'en tirer une leçon. Lorsqu'on voit la vie comme ça, le syndrome de l'imposteur n'existe plus. Oui, je suis capable de faire ça. J'en ai la compétence, je me connais. Mon estime de moi est juste, je sais que ça, je sais le faire. Peut-être que mon voisin sait le faire aussi, mais je n'ai pas à me comparer à mon voisin. Peut-être est-ce qu'il le fait différemment de moi, peut-être est-ce qu'il le fait mieux. Ça n'a pas d'importance. Les gens que moi je vais rencontrer, ils viennent chercher ce que moi j'ai à leur donner. C'est ça qui est important. Donc le syndrome de l'imposteur n'a plus lieu d'être quand on a confiance en soi. Et la confiance en soi, ça n'est pas fermer les yeux sur ses difficultés, c'est faire avec ses difficultés. On entend beaucoup dire que ce syndrome de l'imposteur, eh bien, quand on l'a, et qu'on n'y peut rien, et que ce sera toujours comme ça. Eh bien, si vous avez attentivement écouté ce que j'ai dit dans la rubrique précédente, vous avez compris que ça n'est pas vrai. Le syndrome de l'imposteur, c'est une chose contre laquelle on peut lutter. Et comment? Eh bien, non pas en élaguant ses branches, mais en supprimant ses racines. Si vous supprimez les causes qui vous font ressentir ce syndrome de l'imposteur, vous n'aurez plus de syndrome de l'imposteur. Vous vivrez votre vie de manière beaucoup plus juste, et pas simplement dans le domaine de ce syndrome de l'imposteur, mais dans tous les autres. Parce qu'en réalité, lorsqu'on travaille pour supprimer ce syndrome de l'imposteur, cela veut dire que l'on fait sur soi un travail qui améliore tous les autres créneaux de la vie. C'est ce que l'on appelle le travail sur soi, le chemin de développement intérieur. Je n'aime pas trop cette notion de développement personnel parce qu'elle veut tout dire et n'importe quoi. Je préfère le terme de travail sur soi et de travail intérieur. Et c'est à bon escient que j'emploie le terme de travail. Parce que c'est véritablement un effort, c'est véritablement un travail. Il faut y consacrer du temps, quotidiennement, il faut y consacrer des efforts. Un travail sur soi, ça n'est pas quelques petits trucs à plaquer comme ça. Si on plaque des choses par-dessus, c'est comme quand on restaure une vieille maison. Si vous faites un revêtement neuf par-dessus un mur qui s'écroule, au bout d'un moment, ça ne tiendra pas. Eh bien, c'est exactement la même chose dans le domaine de l'humain. On peut beaucoup améliorer la situation, mais il faut aller réparer. Il faut aller réparer, il faut aller boucher les trous à l'intérieur des murs.
Et ça, c'est un travail important, de longue haleine. Mais c'est un travail qui réussit. Je vous invite à le faire, bien sûr. Et je vous invite éventuellement, si tel est votre désir, à me contacter pour que nous le fassions ensemble. À très bientôt, je l'espère.